Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, comme tous les jours, radio et télé pour les GG, pour les grandes gueules. Grand oral tout à l'heure avec Jean-Marie Le Pen, deuxième tome de ses mémoires, le Tribun du peuple, dans lesquels il parle bien sûr du parcours politique. Jean-Marie Le Pen, il parle de lui, de sa famille, de sa fille. Il s'appelle Robocop lui-même d'ailleurs aujourd'hui. Il dit parce qu'en fait, avec mon œil de verre, mes hanches, ma surdité, il dit là, il respire rien de très normal encore dans mon physique. Il se déplace difficilement, mais il viendra jusqu'au studio des GG. Il continue de régler les comptes avec sa fille. Jean-Marie Le Pen qui espérait un soulèvement populaire des gilets jaunes, que le peuple reprenne enfin la parole. Et ce qu'il raconte, on a vu les tuniques bleues arriver avec leurs matraques, les hommes du pouvoir, l'État les a mis au pape. Peut-être que si physiquement il avait pu, il serait mis un gilet jaune, il aurait été en ville. Jean-Marie Le Pen avec nous tout à l'heure dans les GG, dans les grandes gueules. Que va-t-il se passer d'autre? À 11h, on parlera de ce pompier suspendu parce qu'il avait fait une vidéo après avoir reçu un tir d'un policier lors de la confrontation pompier-policier. Il avait traité le président de la République voilà, et puis la suite. Et il a été sanctionné, faute grave. Est-ce que c'est mérité? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. À 11h-20, les tendances GG. Dans les tendances ce matin sur les réseaux sociaux, on a toutes les photos et toutes les vidéos des inondations, des pluies diluviennes qui sont postées. Et on les regardera, c'est assez incroyable ce qui se passe notamment du côté de l'Aude et du côté de l'Hérault. En attendant, on va accueillir un député de La République En Marche pour parler avec lui des femmes battues. Dimitri Houbron. Bonjour. Député du Nord, bonjour. Bonjour monsieur le député Houbron, référent des Hauts-de-France pour le Grenelle des violences conjugales. Vous avez voulu à Douai suivre le parcours d'une victime de violences conjugales. Ça veut dire quoi, suivre le parcours d'une femme victime de violences, monsieur le député? On sait finalement que l'une des plus grandes difficultés dans le cas des violences conjugales, c'est justement le parcours d'une victime, au moment où il peut y avoir une coupure. Et donc je voulais véritablement aller sur les lieux où la victime doit se rendre, en passant par le dépôt de plainte, l'association, l'hôpital, parce qu'on se rend compte qu'entre ces différentes étapes, parfois on a une perdition. Les femmes renoncent à un moment donné. Et donc comment on peut permettre de garder ces femmes, je dirais, dans le réseau, pour lui permettre d'être mieux protégées et mieux... Alors, qu'avez-vous constaté comme dysfonctionnement et bon fonctionnement, alors, monsieur le député? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous êtes là pour ça. Tout d'abord, vous dire combien, je tiens quand même à souligner combien les acteurs, à la fois institutionnels et associatifs sur le territoire du Douaisis sont investis. Le territoire a longtemps été précurseur avec Luc Frémiot, procureur de la République, sur ces questions. Aujourd'hui, il y a quand même encore des écueils, notamment l'inspecteur que j'ai pu rencontrer. L'inspecteur de police. Alors à la fois le recueil de la preuve, j'ai trouvé un personnel exemplaire, bien formé, qui était vraiment conscient des phénomènes notamment d'emprise que peuvent connaître les femmes, et la difficulté pour elles de libérer leur parole, et en même temps un inspecteur qui au contraire n'avait pas encore été formé et qui en l'occurrence avait encore beaucoup de choses à apprendre sur la prise en charge. Exemple. Et voilà des comportements qui ne sont pas admissibles dans la police. Je lui ai d'ailleurs dit en personne que j'acceptais pas son discours, notamment de dire que parfois les femmes poussent à bout les hommes qui en viennent à devenir violents. Donc c'est le type de phrase encore qui existe, et c'est la raison pour laquelle dans les annonces du Premier ministre, les 400 audits qui vont être organisés dans les différents lieux, à la fois les commissariats, les brigades de gendarmerie, permettront d'identifier là où il y a des vraies difficultés pour sanctionner, mais en même temps, il ne faudrait pas jeter l'opprobre sur toutes les forces de l'ordre qui globalement font un travail extraordinaire. Il y a un chiffre qui alerte quand même, avant qu'on n'en parle, un chiffre. Sur les 120 femmes tuées en 2018, un tiers avait déposé une plainte ou une main courante. Donc c'était signalé, c'était connu, c'était su des autorités, et ça n'a pas empêché l'homicide derrière. Qui est déjà dépassé cette année. Oui, parce que là on en est à 124 féminicides, comme on dit aujourd'hui. Et dépassé déjà aujourd'hui, alors que l'année n'est pas terminée. Monsieur le député, alors justement, j'entends parce que j'avais un peu peur que votre présence change la donne. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens deviennent vertueux, etc. Parce que c'est un dossier que malheureusement je connais bien. Et je sais les efforts qui ont été faits pour former justement à la prise de plainte, au dépôt de plainte, etc. Mais je constate, encore une fois, mais d'ailleurs on le voit également sur les femmes qui sont victimes de viol, c'est-à-dire qu'il y a toujours des questions qui sont parfois extrêmement dérangeantes, la façon dont on présente les choses. Donc je me rends compte qu'encore aujourd'hui,
vous avez eu affaire à un inspecteur qui disait est-ce que vous l'avez poussé à bout? Comment est-ce que c'est venu en fait? À quel moment il ose dire ça à une femme victime? Alors là, je veux pas faire de généralité. C'était Oui. un individu bien particulier qui avait ses convictions, qui n'étaient pas du tout les miennes, qui avait 30 ans, je crois, d'expérience dans la police, donc qui était convaincu d'avoir bien tous les mécanismes en tête et il n'avait pas besoin de formation selon lui. Il avait encore cette idée finalement de ne pas voir la spécificité que sont les violences conjugales, que sont le phénomène d'emprise et la fragilité particulière d'une victime de violence, le choc psychologique, parce que le comportement d'une victime de violence conjugale n'est pas tout à fait le même qu'une victime de vol. Et donc, elle peut paraître, par exemple, tout à fait neutre, presque en divulguant ce qu'elle a subi sans trop d'émotion, parce qu'elle est totalement sous le choc. Au contraire, c'est de la protection souvent. Mais bien sûr, et ça, parfois, ce n'est pas bien appréhendé. Et donc, c'est la raison pour laquelle je sais que le ministère fait des gros efforts sur la formation des agents. Policiers, ouais. Il faut encore aller plus loin. Il faut encore aller plus en avant sur ces formations. Il faut vraiment que tout le corps, je dirais, et au-delà même des forces de l'ordre, tous ceux qui sont en contact de près ou de loin avec des victimes soient mieux formés. Oui, alors justement, non mais je suis désolée, mais moi c'est un sujet qui et je pense, touche énormément de personnes. Donc forcément, c'est bien. Ce que vous faites, c'est très bien. Le Grenelle qui est mis en place, c'est bien. Il est où l'argent ? On verra. Il est où l'argent? Parce qu'en fait, quand vous dites faisons des efforts, très bien. Alors parlez-moi argent, parlez-moi budget. Dites-nous. L'Espagne a mis 1 milliard sur la table. Voilà, 1 milliard pour l'Espagne. Alors évidemment, après c'est des chiffres qui sont contestés, etc. Oui, sauf qu'il y a quand même eu 1 milliard, qu'on le veuille ou non. Quel argent vous allez mettre pour lutter contre, effectivement, ce problème qui est un vrai problème de société et contrairement à ce qu'on pense, qui touche tous les milieux sociaux? Toutes les catégories sociales. Dimitri Houron. Alors, sur le milliard espagnol, vous avez dû le constater, c'est sur 5 ans. Finalement, ça réduit considérablement le milliard, puisque c'est sur 5 ans, le milliard. Donc il est étalé. Et pour l'instant, seuls 200 millions ont été en effet sortis des caisses de l'État espagnol pour mettre en place des choses en Espagne. Donc il faut quand même relativiser ce milliard. D'autant plus que nous, on consacre 544 millions par an sur ces questions. Donc on est au-dessus même de ce que l'Espagne met en place. Et quand on fait le comparatif à 2012, on était à hauteur de 200 millions d'investissements. Vous savez qu'on a passé de magistrats par rapport aux autres pays d'Europe quand même. Bien sûr. Ça, magistrats, greffiers, personnel et je partage votre avis, c'est un problème global. Quand on parle des violences conjugales, c'est pas simplement le dépôt de plainte et le traitement judiciaire. C'est tout ce qu'il y a autour, l'accompagnement social qui doit être pris en compte. Mais les efforts budgétaires sont déjà importants. Est-ce qu'il faut aller plus loin? J'en suis convaincu. Et je pense que le gouvernement en est convaincu. Maintenant, il faut trouver tous les leviers. On sait bien combien la situation budgétaire est compliquée, mais je suis d'avis qu'il faut encore aller plus loin. Justement, sur la question des commissariats, moi j'ai vu en 20 ans une véritable transformation de la mentalité dans les commissariats. Et j'ai vu, alors il y a une grande inégalité de commissariat à commissariat, notamment dans des gros commissariats. Il y a à la fois une psychologue et très souvent quelqu'un qui est spécifiquement là pour accueillir les femmes victimes de violences. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien aussi avec la brigade des mineurs. Donc, et ça, c'est des commissariats qui sont très très branchés sur cette question-là. Et je dois dire que ça va beaucoup plus loin que simplement l'accueil de la femme, etc. Le changement de mentalité, il est général. Et ça rejoint le sujet de tout à l'heure sur le petit garçon. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'une responsabilité collective que nous avons vis-à-vis des enfants qui sont victimes de violences. Et le fait de la mentalité quand même qui nous est très propre de dire chacun chez soi, chacun fait ce qu'il veut avec sa gonzesse et chacun fait ce qu'il veut avec son môme. Après tout, on ne va pas se mêler des affaires des copains. Et je pense que là, à la fois sur les enfants et à la fois sur les femmes victimes de violences, on a une responsabilité collective de dire aux gens non, c'est quand on a un doute, il y a quelque chose à jouer. Et là-dessus, la police a beaucoup évolué, et notamment quand les policiers croisent des gens, des voisins, etc., ils disent est-ce que vous avez perçu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ils sont très sensibilisés à ça, et c'est important que tous les commissariats soient à ce niveau. Bien sûr. Et là où il y a eu quand même des échanges intéressants, c'est que très souvent, il y a plus de violence psychologique que forcément physique. Parce que la violence physique, elle est facile à prouver. Entre guillemets, on va à l'hôpital, on fait constater des coups, et en général, c'est beaucoup plus facile d'aller jusqu'à une condamnation. Rappelons que ça doit être quand même sur réquisition et qu'il faut aller à l'UMJ, l'unité médico-judiciaire. Et là aussi, on a des efforts à fournir pour qu'on puisse plus facilement recueillir ces éléments de preuve sans même la plainte. Bien sûr. Pour les viols. Bien sûr. Et la violence psychologique est beaucoup plus difficile à attester. C'est là où le rôle des témoins est primordial. Si un voisin entend des cris, entend éventuellement des coups,
Aujourd'hui, la plus grande difficulté pour un policier, c'est d'avoir dans le dossier la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc il faut des éléments de preuve. Et donc il faut un maximum d'éléments. Il faut des témoignages. Il faut que les gens n'hésitent pas à s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, on pourra mettre, nous, en tant que législateur, je pourrais voter les lois qu'il faut. Si la société s'empare pas de ce sujet et témoigne et fait passer aussi le message du 3919, qui est le numéro à appeler en cas de besoin, on n'y arrivera pas. Oui, mais voyez, je vais donner la parole à Laurence dans un instant, mais on se demande pourquoi est-ce qu'on prend du temps pour l'éloignement du conjoint violent ? Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps d'éloigner le conjoint violent ? Là, je regardais par exemple la mesure de le bracelet anti-rapprochement pour les conjoints violents. BAR, quand même, avec bizarre. Comment ? BAR, c'est l'acronyme de ce bracelet. C'est bizarre. Oui, alors avec la nécessité d'obtenir le consentement des deux conjoints, dont l'auteur des violences. Pour le bracelet, soyons précis. Je me trompe peut-être. C'est comme quand tu appelles la police, c'est que c'est le mari ou le conjoint qui ouvre et qui dit non, tout va bien. Bon, très bien, excusez-moi de vous avoir dérangé. Alors, vous voyez, monsieur le député, mais soyons précis. Là, je suis d'accord avec vous sur le consentement. C'est simplement quand on n'est pas dans le cadre d'une condamnation. Voilà. Il y a quand même des principes fondamentaux. Non, mais attendez, il y a quand même des principes fondamentaux en droit. Il y a la présomption d'innocence. Il y a tant qu'il n'y a pas de condamnation, la personne est présumée innocente. Avec le temps judiciaire avec vous. Mais il y a quand même des libertés individuelles qu'il faut. Non, mais alors je vais venir au soutien de monsieur le député. C'est que en fait, le consentement, c'est pour éviter aussi une incarcération. C'est-à-dire qu'on va consentir à avoir ce bracelet qui va éviter qu'on se rapproche plutôt que d'aller en détention. Là, tu me l'idéalises. Là, tu me l'idéalises. Mais si l'autre, si tu veux dire, écoutez, c'est pas moi, j'ai rien fait, moi je comprends pas. On a prévu. Dans ce cas-là, on l'envoie en prison. Oui, mais on l'envoie en prison quand il y a le jugement. Non, aussi. Pas forcément. Ah bon. Le parquet, c'est pour ça que la question du consentement, je trouve. On a ajouté un amendement, bizarre, le groupe majoritaire, sur justement cette nécessité, quand il y a un refus de l'auteur éventuel des violences présumées, c'est qu'il puisse y avoir une saisie directement du procureur, en tout cas qu'il soit informé, pour que lui puisse prendre des mesures éventuellement de détention avant le jugement. Parce qu'il y a une prise de conscience enfin moi pour ce que j'ai vécu avec des femmes victimes de violences, souvent le mari ou le compagnon, il a lui-même pas conscience qu'il est passé à un stade de violence insupportable. C'est-à-dire, il dit mais non, ça a toujours été comme ça. Mais non, je déconne, c'est une rigolade, c'est un jeu entre nous, etc. Et en fait, il y a la conscientisation et ça, c'est encore un phénomène de société. Dans une société, grosso modo, d'une historique. Ce qu'on attend du législateur, c'est qu'il aille vite aujourd'hui, parce que comme le disait Marianne, 124 féminicides depuis le début de l'année. Le dernier en date à Bordeaux, une femme qui s'est fait tuer d'un coup de couteau en plein cœur à Bordeaux. Et du coup, l'enquête rapide a montré que le conjoint avait déjà eu dans son passé des comportements violents vis-à-vis des femmes. Donc, si vous voulez, ce qu'on attend du législateur, c'est qu'il aille vite aujourd'hui, qu'il protège les femmes. Et quand il y a une suspicion sur un homme ou qu'on connaît déjà son passé et qu'il est de nouveau signalé, c'est pas qu'on hésite, qu'on dise attendez, il nous faut des preuves, il faut une enquête. Certes, il y a toute une chaîne judiciaire et une chaîne légale, mais il y a aussi l'urgence d'une situation pour une personne individuelle. Je partage votre avis. C'est pour ça que dès le mois de mai, il me semble, la garde des Sceaux a pris une circulaire pour encourager davantage d'ordonnances de protection. Parce qu'on se rend compte que c'est quand même un outil qui n'a pas été suffisamment utilisé, qui était un bel outil sur le papier, mais qui n'était pas suffisamment utilisé. La PPL qui vient d'être votée du groupe des Républicains démontre d'ailleurs qu'on n'est pas sectaire sur ces questions et qu'on arrive à travailler ensemble, est aussi une avancée à mon sens. C'est pas encore suffisant, mais je pense qu'il faut avoir un panel de solutions offertes à la fois aux magistrats et aux forces de l'ordre pour protéger au mieux la victime. Il nous faut davantage de places d'hébergement d'urgence, ça c'est clair et je l'ai constaté sur mon territoire. On a 0 place dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Zéro dans le Douaisis. On est en train de travailler avec le ministre Julien Denormandie pour en ouvrir dès janvier, parce que c'est quand même assez incroyable que sur un territoire où il y a autant d'acteurs engagés. Non, mais c'est intéressant. Donc, en cas d'urgence, si jamais il y a des mesures d'éloignement pour des conjoints ou pour des femmes, les mettre à l'abri, il n'y a pas de place. Pour les conjoints violents, il y a des places. Oui. Par contre, pour les victimes, les femmes victimes, spécifique. Il y a des places. Il n'y a pas de place spécifique. Donc, pour l'instant, c'est le CHRS classique de droit commun qui essaye d'absorber, mais il n'a pas les financements normalement dédiés à ça. Et en période hivernale où on sait combien ils sont surchargés, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on est obligé d'envoyer ces femmes dans d'autres villes. Vous restez avec nous. Question de Laurence Fournier dans un instant. Étienne Lebig, Marie-Anne Soubré, c'est un député, Dimitri Houbron, qui est avec nous, qui a fait le parcours d'une femme battue pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne. Je vais y arriver. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. À tout de suite pour la discussion. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules sur RMC Story. On parle de la violence faite aux femmes aujourd'hui avec invité des grandes gueules, le député de La République En Marche, Dimitri Houbron, qui est... vous êtes député du côté du Nord, des Hauts-de-France, puisqu'on dit plus le Nord, on dit les Hauts-de-France. Et je rappelle ce chiffre terrible, puisque depuis le début d'année, on en est à 124 féminicides. Et l'année dernière, en 2018, sur 120 femmes tuées, un tiers avait déposé une plainte ou une main courante. Donc on voit bien tout le travail législatif, tout le travail d'information et de libération de la parole qu'il y a aujourd'hui encore à faire. Et on a parlé de vous ces jours-ci parce que vous avez décidé dans la France, simplement en tant que député, en tant qu'homme, de faire le parcours d'une femme qui a été battue, d'aller voir les associations, les commissariats, les hôpitaux et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et la première de vos remarques, ça a été la prise en compte de la parole, puisque là, vous nous dites où vous avez été, visiblement l'inspecteur de police n'avait pas tout à fait la notion de ce que pouvait être le recueil de la parole d'une femme. Laurence Fournier. Alors moi j'ai deux questions mais qui découlent l'une de l'autre. La première, c'est derrière des femmes battues, il y a souvent des enfants. Donc je voulais savoir quelles étaient les mesures envisagées et comment vous voyez le problème des enfants derrière ces femmes battues. Et donc la deuxième qui découle, c'est qu'il y a des mesures d'urgence effectivement à mettre en place, mais je vois aussi, j'imagine qu'il faut penser à des mesures à plus long terme en termes d'éducation et de formation des enfants, justement, parce que les enfants, alors les petits garçons certes, mais les petits garçons d'aujourd'hui seront les hommes de demain. Donc qu'est-ce qu'on peut envisager pour que cet état de fait change dans le bon sens? Je partage totalement votre avis. Quand on parle des violences conjugales, il faut à la fois traiter l'auteur, il faut traiter la victime et il faut traiter l'enfant. L'enfant aujourd'hui est considéré, grâce à notamment une disposition de la loi des violences sexuelles et sexistes, la présence de l'enfant pendant les violences conjugales est considérée comme une circonstance aggravante, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, malgré le fait que j'ai porté cet amendement, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut considérer l'enfant comme une victime directe du simple fait d'être témoin des violences. Parce que ça cause un traumatisme. Parce que ça cause et ça bouleverse la structuration qu'il peut avoir des relations humaines, des relations de couple. Et ça sera fatal pour l'avenir parce qu'il y a un gros risque qu'ils reproduisent ces mêmes schémas. Là où je vous rejoins, c'est qu'on peut traiter aujourd'hui l'urgence, c'est-à-dire protéger les femmes, traiter l'auteur et les enfants. Ouais. Mais si on va aller véritablement dans la lutte contre ce fléau, il faut qu'on soit beaucoup plus préventif. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à casser... alors, à l'époque, c'était le patriarcat qui pouvait être l'une des raisons majeures de la violence conjugale. Mon interprétation à moi, aujourd'hui, c'est que ça existe encore, mais qu'aujourd'hui, on a une mutation de ces relations avec des images dégradantes des femmes en permanence à la télévision. Moi, je suis peut-être jeune, mais ce qu'on voit dans les téléréalités me laisse assez sceptique, voire plus, parce que les jeunes se représentent la société à travers ces émissions-là, et on a des femmes qui sont en général en petite tenue et qui sont dégradées tout le long de l'émission, ou humiliées. Que parce qu'elles sont belles. Ça va être difficile de légiférer là-dessus, quand même. Moi, je vais vous dire, j'ai aucun tabou sur ces questions-là. De la même manière que j'ai aucun tabou sur... vous avez un organisme qui s'appelle le CSA, vous pouvez demander au CSA d'intervenir. C'est le législateur. Après, c'est à nous de faire le cadre. Et au-delà, c'est l'exposition d'enfants de plus en plus jeunes à la pornographie. Avant, il y avait le contrôle parental sur ordinateur de famille. Aujourd'hui, sur les smartphones, certains enfants dès la CM2 ont des smartphones, ils ont accès à Internet sans contrôle, sans limite, et ont accès à des contenus sans pédagogie et qui sont des plus effroyables. Quand on voit qu'à 12 ans, un bon nombre de jeunes ont déjà vu des sites pornographiques, ça pose question sur la représentation aussi du rapport amoureux, des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Enfin, je ne vais pas vous faire une explication. Mais là, est-ce que vous ne sortez pas de votre cadre d'intervention? Je ne pense pas. Je pense pas, parce que si on veut traiter sur le long terme... Ce que l'on attend d'un député et de la loi, c'est que la justice ait les moyens de fonctionner, d'aller vite, que les commissariats et les inspecteurs de police et les gardiens de la paix aient les moyens de travailler vite. Après, si vous commencez à vous attaquer... Attends, une seconde. Si vous commencez à vous attaquer à Internet, au programme télé, d'abord, je ne suis pas sûr que vous ayez les moyens de les faire parce que, en ce qui concerne les sites pornographiques et autres, les hébergeurs, ils sont dans des pays où vous ne pourrez pas intervenir. Là, et les sites, ils sont installés là-bas. 2, vous immiscez dans les smartphones et dans l'univers intrafamilial. Là, je suis dubitatif. C'est tout ce que je dis, monsieur le député. Soit on renonce avant d'avoir commencé le combat, soit on essaye de combattre. Non, mais c'est pas ça. Mais déjà, tous les messages de prévention, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur oui pour avoir plus de 18 ans. Il suffit de cliquer aujourd'hui sur Internet pour dire
devrait faire quoi alors? Aujourd'hui, à l'heure du numérique et de toutes les nouvelles technologies, je trouve ça aberrant qu'on n'ait pas de meilleurs moyens de contrôle sur l'accès des jeunes sur le pornographique. Je te rappelle, Alain, quand même, qu'on avait reçu ici un médecin représentant les gynécologues. Je me souviens, bien sûr. Non, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec le constat de cet accès à la pornographie. Il voyait aujourd'hui des lésions chez les jeunes femmes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, parce qu'effectivement, il y a aussi un vrai problème, comment dire. J'essaie simplement de comprendre comment on peut intervenir de manière législative. Excuse-moi, mais tu ne trouves pas étrange quand même qu'on intervienne souvent sur des questions morales où les députés d'un seul coup montent. Et par exemple, il y a des émissions qui passent à l'heure où les enfants regardent, je parle pas de pornographie, dans des télés, où par exemple les Marseillais, tout ça, c'est-à-dire où d'un seul coup les femmes n'existent, elles sont toutes à moitié à Walpé, elles n'existent que parce qu'elles sont belles et qu'elles discutent entre elles de la beauté, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quand même un souci. Je trouve qu'il y a un décalage entre la façon dont on insiste sur l'image de la femme en général. Et le mec, il est aussi à Walpé, tatoué avec des tablettes de chocolat. Ce sont des programmes de télévision. Si le CSA estime qu'aujourd'hui, ils n'ont pas leur place à cette heure-ci, c'est au CSA de s'en saisir. Le député, il a autre chose à faire. Si tu veux, il a plus urgent que de s'occuper de ces programmes. Des affiches de cinéma dans le métro parce qu'on trouvait que c'était dégradant pour la femme parce qu'elle était en soutien-gorge, et que là, des mecs qui discutent entre eux et qui disent tu vas la garder ou tu vas l'acheter, qu'est-ce que t'en penses? Et la fille dit pareil du mec aussi. Je vais vous dire, tu le gardes. Je trouve qu'on a eu pendant plusieurs jours sur tous les plateaux un débat sur la condition féminine à travers le voile, et qu'aujourd'hui on ne se pose pas la question de savoir quelle est la condition féminine dans ces émissions-là. Je trouve qu'on a un paradoxe. Et vous tissez le lien sur les violences faites aux femmes. Mais bien sûr, c'est le rapport homme-femme qui est la base de ces violences conjugales. Et donc si on ne traite pas le sujet en profondeur dès l'enfance, on n'arrivera jamais à endiguer ce fléau. On pourra traiter les fléaux, mais pas l'endiguer. Il y a quand même un risque, c'est qu'on va vous répliquer, même si je ne partage pas, mais on risque de vous répliquer que vous êtes, encore une fois, dans le côté très moralisateur, etc. Et que vous êtes en fait ringard, en fait, parce que... Si jeune pourtant. Oui, sans doute. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? À ce qu'on va vous opposer? On va vous dire, comme vous le dit d'ailleurs Alain, à vous dire, mais attendez, vous pouvez pas rentrer dans toutes les maisons non plus. C'est aux parents de s'en occuper de ça. Voilà. Est-ce que c'est pas aux législateurs? Est-ce que c'est pas les parents qu'il faudrait éduquer? Et là, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que, en général, pour certains foyers, les parents n'ont même pas connaissance, par exemple, que leur enfant a accès à ce type de site. Et ils tombent des nues la plupart du temps. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilité de leur part. Mais aujourd'hui, on va mettre toute la responsabilité, par exemple, sur le système éducatif, l'éducation nationale, qui est censé tout faire, prévenir les enfants sur tous les sujets, les éduquer dans toutes les sphères de la vie. À un moment donné, si le législateur ne s'intéresse pas à ce à quoi les jeunes ont accès, pour les préserver, pas pour les brider. À 18 ans, ils feront ce qu'ils veulent, ils accéderont à ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, on est là pour les protéger. Et si on ne le fait pas, je pense qu'on n'arrivera jamais à endiguer ça. Oui, mais ça, c'est la question, c'est l'éducation. C'est aux parents de s'en occuper, c'est un peu aux parents aussi. Même s'ils travaillent... Même s'ils travaillent, si tu veux, le long de la journée, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de surveiller ce qui se passe, les programmes, le portable. Mais excuse-moi, je ne vois pas comment le législateur peut s'en mêler. Je pense que dans cet ordre d'idées-là, il a des priorités, puisqu'on est parti de la violence faite aux femmes, plutôt que de regarder comment... ça n'empêche pas, tu comprends? Oui, mais que tu me dis c'est un tout, je suis d'accord avec toi. Après, c'est où est-ce que le député peut agir rapidement ou pas? Quel est son domaine, son champ d'intervention et de compétences par rapport à d'autres et par rapport aux parents? Il peut aussi dire que c'est pas parce que cette émission fait un gros succès aux États-Unis et encore dans certains États des États-Unis et qu'elle ait été importée en France qu'elle est pour ça une émission qui donne une image aux enfants, parce que c'est les enfants qui la regardent à partir de 7 ans. Elle donne une image dégradée de la femme, et on peut quand même si on peut pas l'interdire, on peut quand même signaler aux parents que les enfants entre 6 et 7 heures, c'est-à-dire au moment où les parents rentrent ou font à manger ou je sais pas quoi, ont une liberté vis-à-vis de ces émissions qui donnent une image dégradée de la femme. Et il y a des enfants jeunes qui peuvent penser que finalement les femmes, en général, c'est les femmes qui sont en train de voir sur cet écran. Or, en réalité, elles ne sont que des comédiennes d'un jeu collectif, tu comprends? Revenons sur les femmes que vous avez rencontrées aussi, les femmes battues. Quel a été le constat que vous avez fait en parlant avec elles? Qu'est-ce qui leur manquait en priorité, ou de quoi avait-elle victime en tant que carence dans le processus, Dimitri Houbron?
Alors j'avais fait le choix de passer la première étape à l'association Solfa qui prend en charge, et Brisons le silence, 2 associations qui travaillent sur ces questions sur le territoire, plutôt qu'interroger directement des victimes. Parce que je voulais pas tomber dans l'émotionnel et je voulais vraiment rester objectif par rapport à l'analyse qui devait être faite. Donc j'ai interrogé les associations qui en reçoivent beaucoup. Et le constat qui est fait, c'est que le traitement judiciaire s'améliore, même s'il n'est pas parfait. En revanche, l'accompagnement social doit être décuplé. Aujourd'hui, quand on annonce des hébergements d'urgence, des places d'hébergement d'urgence, il faut qu'en parallèle, il y ait l'accompagnement social. Parce que ouvrir un logement pour une femme victime, s'il n'y a pas l'accompagnement à côté, ça rime à rien, ça sera un échec. L'accompagnement social, c'est aide financière et autres, quoi. C'est ça, entre autres. Alors, moi, je suis pour la réflexion d'une prestation particulière, temporaire, pour les femmes qui sont victimes, pour leur laisser le temps de se reconstruire et d'avancer. Aujourd'hui, il y a des dispositions, des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, notamment sur la caution, pour qu'elles puissent trouver un logement plus facilement avec l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un corps social autour de ces femmes pour leur permettre de se reconstruire, de retrouver éventuellement un emploi. Parce qu'il arrive très souvent qu'elles soient dans une emprise telle qu'elles n'ont pas. Souvent, elles ne partent pas pour ça aussi. Elles ne partent pas pour ça, parce qu'elles ont peur de se dire j'ai mon enfant, si je pars, comment je vais faire? Comment je vais vivre? Et donc, on doit être là, dans l'accompagnement total, pour que ces femmes puissent se reconstruire convenablement. Donc, une prestation, c'est-à-dire une espèce d'aide d'urgence qui serait. Non, mais la caution, c'est bien. Par exemple, payer la caution à la place ou faire. Oui, ça, c'est bien. Donner la caution de l'État pour un appartement, c'est une bonne idée. Et le planning familial, par exemple, c'est une association qui est extrêmement branchée sur cette question-là et qui connaît bien. Est-ce qu'il peut y avoir une aide spécifique au planning familial qui survole un peu Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en fragilité, le planning. Oui. Ben alors, c'est parce que c'est piloté par les départements. Et donc, moi, le planning familial, par exemple, fait beaucoup d'interventions dans les écoles, mais n'a pas les mêmes moyens, par exemple, que le Pas-de-Calais juste à côté. Moi, je suis dans le Nord, et le Pas-de-Calais n'a pas du tout consacré les mêmes moyens. Donc, on voit déjà des disparités entre les territoires. Donc, il faut aussi qu'on puisse souligner ça pour avoir une harmonisation. Est-ce que le planning familial est l'acteur le mieux à même d'avoir à la charge cette prestation? Pourquoi pas? Je pense qu'on peut avoir ce débat. Est-ce que c'est pas plutôt à la CAF? La question peut se poser aussi. Est-ce qu'on peut initier? Elles sont formées, elles ont l'habitude. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être un interlocuteur, peut-être à privilégier. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça. Et même si c'est temporaire, c'est quelque chose qui doit être mis en place rapidement. La formation, dans la formation des policiers, la place des femmes auprès des policiers, justement. Aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit revenir comme témoignage, c'est-à-dire je me suis retrouvé face à des hommes. Où étaient les femmes gardiens de la paix? Quand je suis venu parler, il y avait des hommes qui étaient pressés. On peut aussi parler à des hommes. Enfin, attends, l'un ne suffit pas l'autre. J'ai pas dit le contraire, mais régulièrement, les retours des femmes qui se sont retrouvées au commissariat, elles étaient désemparées de se retrouver face à des hommes. Est-ce que ça, c'est une question qui est abordée et qui doit être priorisée? J'ai justement posé la question parce que j'ai échangé avec une agent qui recevait les plaintes, et je lui ai posé la question de savoir si elle était confrontée à des femmes qui ne voulaient parler qu'à une femme. Elle m'a dit que ça arrivait et que la plus grosse difficulté, c'est pas forcément la journée, parce que la journée, il y a suffisamment d'effectifs pour qu'ils puissent avoir en effet des roulements et adapter. La difficulté, c'est quand il y a une venue la nuit, où les effectifs sont forcément réduits. Et peut-être rappeler que la police est l'un des seuls services publics d'État à être ouvert jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a des difficultés matérielles inhérentes à l'activité qui font que parfois elles peuvent être en effet contraintes de devoir déposer plainte devant un homme. Par contre, là où il y a un enjeu, et c'est aussi un écueil du territoire, c'est que moi j'ai à la fois une brigade de gendarmerie et un commissariat de police sur ma circonscription. La brigade dispose d'une travailleuse sociale qui permet, dès lors qu'il y a le dépôt de plainte, d'avoir un suivi par la travailleuse. La femme est prise en charge par cette travailleuse sociale pour l'orienter. Ça n'existe pas pour l'instant dans le commissariat de Douai, par exemple. C'est un écueil. Aujourd'hui, il faut que, à mon sens, dans un maximum de commissariats et de brigades de gendarmerie, on ait un psychologue ou au moins un travailleur social qui puisse prendre en charge cette femme. Oui, d'accord, mais ça peut être mis en place sous combien de temps? Parce que si vous voulez, moi, en France, nous sommes les spécialistes du rapport et du constat, monsieur le député. Et des commissions. Et des commissions, bien sûr. D'accord, et des Grenelles. Oui. Et puis ensuite, 1 an ou 1 an et demi après, tiens, c'est bizarre, on revient aux mêmes problématiques alors qu'on a eu un rapport, une commission, un constat, une loi dont on attend le décret. Là où je suis pas ce que d'accord vous avez avec fait, vous. c'est bien. On vous fait venir dans les GG pour entendre votre prise de conscience de tout le problème. Après, on se dit, ça va prendre combien de temps? Rendez-vous après les municipales, après la présidentielle? Alors, je vais vous dire, je ne raisonne pas du tout en politique, là. Je raisonne en citoyen, et moi, même si je suis député, quels sont mes outils aujourd'hui entre mes mains pour faire avancer les choses? Donc la question ne se pose pas du délai. Le plus rapidement possible, c'est le mieux. Après, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée, on fait des Grenelles, on fait des choses comme ça.
Depuis 2008, les associations demandaient à ce qu'on mette en place ce Grenelle des violences conjugales. Donc c'était qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, il y a plein de territoires qui font preuve de plein d'initiatives hyper innovantes qui fonctionnent. Sauf qu'aujourd'hui, on ne communique pas là-dessus et on n'arrive pas à harmoniser toutes les pratiques sur les territoires. Donc déjà, c'était le moyen, parce que tous les députés sont partis un peu partout dans toutes les régions de France pour voir là où ça fonctionnait. Maintenant, on a aujourd'hui le Grenelle qui prendra fin le 25 novembre avec des annonces du gouvernement. Je sais qu'on est plusieurs parlementaires, en fonction des annonces qui seront faites, à éventuellement pouvoir porter une proposition de loi là-dessus. Donc on est engagé, on est ambitieux. Et vous êtes de toute couleur politique? Alors pour l'instant le groupe est purement La République En Marche. Mais à chaque fois, prenez les autres. Mais moi je prends les autres et dès lors qu'il y a un collègue d'une autre couleur politique qui m'invite parce que je suis référent dans les Hauts-de-France, je m'y rends bien volontiers et je commence pas à me poser la question de l'étiquette politique. Écoutez, si je me posais la question de l'étiquette politique sur le Douaisis, je ne travaillerais avec personne parce que je suis seul élu La République En Marche de tout mon territoire. Donc à un moment donné, il faut arrêter de. Non mais c'est un problème national de société sur lequel nous attendons tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Je pense que tous les députés seront mobilisés. Écoutez, c'est à voir à la fin du Grenelle quelles seront les propositions et surtout la rapidité de leur mise en place en ce qui concerne les femmes battues. 124 féminicides depuis le début de l'année et malheureusement d'une année sur l'autre le nombre augmente. Ça aussi ce sera une question ou une interrogation à voir, comprendre pourquoi. Le 3919 à disposition pour pouvoir alerter, parler, raconter. C'est un appel qui est gratuit, donc le 3919 et anonyme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans un instant, les tendances GG. Merci monsieur le député Aubron d'avoir été avec nous. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.